Bonjour Bertrand. Bonjour Julien, merci beaucoup de me recevoir. Alors tu as pu tester pendant une semaine le fleuron de Sony le A1 qui est sorti mi-janvier. Alors qu'est-ce qui t'a plu dessus? Alors ce qui m'a plu sur l'Alpha One, c'est que c'était un peu mon appareil de rêve. Depuis maintenant plusieurs années, j'attends que Sony sorte un appareil qu'on appelle un capteur empilé, un capteur qui va être environ 30 fois plus rapide qu'un capteur traditionnel. Donc sur l'Alpha One, on va avoir par exemple aucun blackout dans le viseur quand on prend de la rafale, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir l'image quand on prend des prises de vue. Ah, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo de démo avec Tout à fait. l'encerclement des images alternées de noir et de photos. Typiquement, c'est-à-dire que là, quand on va D'accord. être en photo sportive, avec l'Alpha One, on peut faire 30 images par seconde, ce qui est énorme. Et même quand on fait des photos en rafale, on n'aura aucune image noire. Donc ça, pour la photo d'action, c'est génial. On a également 50 millions de pixels, qui est un compromis idéal. Moi, actuellement, je travaille avec l'Alpha 7R Mark III, qui a 42 millions de pixels, Ce qui est déjà beaucoup. ce qui est déjà beaucoup. Ça peut paraître dingue, mais pour certains travaux, je suis entre guillemets limité par 42 millions de pixels. Par exemple, pour des montages ou pour des grands tirages de plusieurs mètres, ça, on peut être légèrement limité. Donc là, avoir à la fois 50 millions de pixels et 30 images secondes, c'est vraiment ce que j'adorais, donc c'était vraiment mon rêve. Depuis que Sony avait annoncé l'Alpha 9 en 2017, depuis ce temps-là, je rêvais d'un appareil qui a à la fois un capteur empilé et qui soit à la fois donc, pour la photo de sport et la photo haute résolution. Empilé, ça veut dire quoi précisément? Empilé, en fait, c'est un capteur donc CMOS, et derrière, on va avoir un équivalent de la mémoire RAM, ça s'appelle la mémoire DRAM. C'est un plus ou moins comme de la RAM d'ordinateur, D'accord. mais qui va être la mémoire flash, qui va lire beaucoup plus vite les infos. C'est-à-dire dans un capteur normal, l'info, elle est lue par ligne par ligne de haut en bas sur un capteur. Et en fait, par exemple, la photo en mouvement, le temps que l'appareil commence à lire, à écrire la photo et termine de l'enregistrer, il peut y avoir un décalage dans l'image. Ça s'appelle notamment le D'accord. rolling shutter. Mais avec D'accord. Alpha One, la photo est enregistrée 30 fois plus vite. D'accord. Donc tous les éléments de ralentissement de l'appareil sont 30 fois plus rapides. Donc il n'y en a plus, Quasiment quasiment. plus. Avec l'Alpha One, qui a un capteur empilé, le capteur empilé aujourd'hui c'est le plus proche de ce qu'on appelle l'obturateur global. L'obturateur global, c'est-à-dire que la photo est enregistrée d'un coup. Techniquement, pour l'instant, l'obturateur global n'existe que pour les milieux industriels et médicaux. Mais avec l'Alpha One, on est au plus proche de ce qu'on peut faire d'obturateur global. Donc on a quasiment plus de rolling shutter. Donc il n'y aura plus Euh, les formes arrondies ou courbées non. sur Il des lignes peut y en droites. avoir encore un tout petit peu, il peut y avoir encore une courbure très légère pour des mouvements très rapides, mais il n'y en a quasiment plus. L'exemple typique, c'est par exemple un club de golf. Si tu prends un golfeur en photo avec un appareil normal, le club il sera tordu. Très bien. Souvent, tu vois beaucoup les vidéos avec un hélicoptère, des pales d'hélicoptère où les pales sont tordues. En fait, tous les éléments en mouvement rapide, une roue de vélo, voilà, où normalement les roues vont être tordues, et là on n'a plus le phénomène. Très bien. À quel type de photographe cet appareil s'adresse-t-il? Alors l'Alpha One, son principal public, c'est les photographes qui vivent de la photographie, donc notamment les photoreporters, les journalistes, les photographes de sport. La mode aussi? Oui, parce que notamment on a un autofocus qui est très bon sur l'œil, et même on a des nouveaux capteurs pour la colorimétrie et pour la balance des blancs. C'est une reproche que vous pouvez faire à certains boîtiers Sony de première génération, d'avoir un appareil qui parfois avait des balances de blanc pas toujours très très fidèles. Et maintenant, il y a un nouveau capteur qui est beaucoup plus fidèle, donc la balance des blancs qui va être beaucoup plus naturelle, des tons de peau qui vont être beaucoup plus naturels. Donc il y a moins de problèmes de dérive colorimétrique qu'on pouvait avoir avant. C'est vrai qu'avec les Sony, les problèmes qu'on avait, c'était ce ton un peu verdâtre. Pendant Tout très à fait, longtemps, on l'a traîné. on entend. Et là, tu me dis que sur le A1, Tout à fait. C'est-à-dire que physiquement, vous verrez sur le boîtier, c'est une petite pastille blanche qui est à l'avant du boîtier. Cette pastille blanche, en fait, elle va mesurer la lumière et l'ambiance autour de la prise de vue. Et il va avoir une balance de blanc qui va être beaucoup plus naturelle. Mais après, c'est un boîtier qui peut aussi s'adresser à un peu n'importe qui, parce que notamment, physiquement, c'est un boîtier qui reste très proche des boîtiers alpha classiques, hein. On n'est pas sur un boîtier qui est non plus très différent physiquement, donc on perd pas trop nos repères, hein. Si vous travaillez déjà avec un Alpha 7 Mark III, physiquement c'est le même gabarit, il y a quelques boutons en plus, les menus sont différents, ce sont des nouveaux menus plus pratiques, mais globalement on est dans la même famille Sony. et c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Après, ce qu'il faut aussi bien prendre en compte, c'est que l'Alpha One, c'est un boîtier qui regroupe à la fois de la très haute résolution, un peu à la manière d'un Alpha 7R Mark IV, qui regroupe les mêmes modes vidéo et même encore plus que l'Alpha 7S Mark III. Et en termes de réactivité, on est même au-delà de ce que fait un Alpha 9 Mark II. Donc typiquement, on peut dire que pour le prix d'un boîtier, on a entre guillemets 3 boîtiers. Je vais te parler en tant que passionné. Aujourd'hui, moi, j'ai un Alpha 7 III. Honnêtement, il est top. Par contre, en shooting mode, je trouve qu'il a des limites parce que quand je mitraille par exemple le modèle, je vois que le buffering il prend, et puis je peux plus faire de photos derrière. Donc je dois attendre, on va dire 10 secondes. Est-ce que avec cet Alpha 1, j'ai ce problème encore ou pas? Alors en toute franchise, moi j'ai vu aucune limite. C'est-à-dire que D'accord. là, je vais être tout à fait franc, enfin, j'étais même moi au début un peu étonné, un peu même, j'avais peut-être quand même quelques doutes sur les 30 images secondes. Et je confirme que à 50 millions de pixels,
on a bien 30 images secondes. Alors, point important, pour avoir les 30 images secondes, il faut qu'on travaille en RAW compressé. Recompressé, d'accord. On pourra l'évoquer, mais sur l'appareil, on a donc trois types de RAW. Les RAW non compressés, les RAW compressés sans perte, qui est un nouveau mode de RAW, qui est un compromis pour avoir un fichier de taille moyenne, et les RAW compressés. On peut shooter à 30 images secondes, uniquement en RAW compressé. D'accord. Pour avoir les RAW pleine taille en RAW non compressé, on est à 20 images secondes. Après, il faut savoir que des RAW non compressés, c'est déjà une très bonne qualité, hein. Des D'accord. RAW 14 bits de qualité. Ce serait des proxy photos ou ce serait vraiment de la belle image quand même? Non, 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 non. Par exemple, moi, dans mon quotidien, dans mon travail, avec l'Alpha 7R Mark III, je ne travaille quasiment que en RAW compressé. Le D'accord. RAW compressé, en fait, on va gagner en poids et on va pas vraiment perdre en qualité. On va juste perdre un peu en termes de détails dans les basses lumières. C'est-à-dire que si on travaille D'accord. de nuit, dans les ombres, on va pouvoir récupérer un peu moins de détails, mais globalement, euh, à l'œil nu, il n'y a presque aucune différence visuelle entre un RAW compressé ou non compressé. D'accord. On est à combien en RAW non compressé pour une photo? Alors au niveau des poids de photo, en RAW non compressé, donc des RAW 14 bits, on va être à environ 105 émo. Ah, 105 émo, 105 c'est émo beaucoup. en non C'est pour compressé. ça qu'en fait, personnellement, avec l'Alpha One, je n'ai quasiment jamais travaillé en RAW non compressé, à part pour vérifier la qualité d'image maximale, mais un 105 émo, c'est énorme, C'est il faut énorme. avoir un flux de travail immense. Bon après, qu'aussi quand on voit le prix de l'appareil, le type d'appareil implique aussi d'avoir un ordinateur très puissant, d'avoir beaucoup de disques, c'est un tout. On va dire que le RAW non compressé est à 105. 105. Après, on a le RAW compressé sans perte, qui est un nouveau mode de RAW. En gros, l'idée, c'est d'avoir toute la qualité d'image du RAW, mais avec un fichier un peu plus léger. Donc, on va être environ 80 MO. 80 émo. 80 MO, donc on gagne 20 MO par photo. C'est quand même pas mal, Ah, c'est 20%, beaucoup, hein. enfin 80 MO. Et malgré qu'il y ait le mot compressé, il y a vraiment quasiment aucune perte. Et après, on a le RAW compressé, où là, on va être à environ 50 MO. 50 émo, ce qui est l'équivalent d'un RAW actuel sur un Alpha 7 Tout à fait. III ou... En fait, sur les boîtiers Sony, quand vous avez un RAW compressé, le nombre de MO de ce fichier va être équivalent au nombre de mégapixels. Donc là, ton appareil D'accord. A7 III, il est à 24 mégapixels, donc tu auras un RAW compressé qui fera environ 24-25 MO. D'accord. Sur l'Alpha One, donc tu as 50 mégapixels, tu auras un RAW compressé d'environ 50 MO. Et malgré que le mot compressé, il ne faut pas avoir peur de ce RAW. C'est pas un RAW au rabais, hein, c'est un très bon RAW. Moi, je travaille qu'en RAW compressé, hein. On aura juste une perte de détail dans les basses lumières. Donc moi, je sais quand je travaille en pleine nuit, je vais repasser en RAW non compressé, ou quand vraiment il y a des écarts de lumière très forts pour avoir récupéré des dynamiques, mais après, il n'y a aucune crainte à travailler en RAW Donc il compressé. est exploitable pour de la prestation, Ah, tout pour... à fait. Moi, même pour des tirages grande taille, je travaille en RAW compressé. Encore une fois, on va juste perdre un tout petit peu de détail dans les ombres, mais il suffit un peu de penser à la prise de vue. Et toujours au cas où, si on voit que dans un lieu avec des écarts de lumière très forts et à la fois des zones d'ombre, on peut repasser en RAW non compressé, mais il n'y a aucun problème à travailler Donc en on RAW va dire compressé. que le RAW non compressé, on va attendre un peu plus quand les machines elles sont plus puissantes et... C'est ça. Après, ça dépend aussi des cartes. D'accord. Par exemple, dans l'Alpha One, comme dans l'Alpha 7S Mark III, on a ce qu'on appelle on a un double port de carte, mais en fait, chaque port de carte peut accueillir deux formats différents. L'Alpha One peut soit lire des cartes SD en UHS Mark II, donc qui vont jusqu'à 300 ms, mais aujourd'hui, avec un boîtier comme l'Alpha One, qui donc en 50 millions de pixels et 30 images secondes, peut engloutir jusqu'à 2,5 gigasecondes de données, ce C'est qui est beaucoup, immense, hein. hein. Ça va vite et c'est beaucoup. C'est ça, avec une carte SD à 300 ms, 300 ms, ça va prendre tellement de temps pour enregistrer. Donc maintenant, il y a un nouveau format qui est donc le CF Express type A. Donc dans la norme CF Express, il y a trois types de cartes et le type A, c'est un type qui n'est pas encore été utilisé, qui est le plus petit. Celle qu'on retrouve sur l'Alpha A7S3. Tout à fait. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'en fait, dans chaque port, l'Alpha One a donc deux ports de cartes. Et dans chaque port, en fait, on va pouvoir mettre soit de la carte SD ou de la CFS Express. D'accord. Et en CFS Express, on monte à environ 800 ms. Et vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire que ça écrit tellement vite. Et ouais, donc sur l'Alpha One, pour l'exploiter au maximum, il faut investir dans ces nouvelles cartes. On est à combien sur sur ce type de carte? Alors, je n'ai pas les prix exacts, mais les prix sont quand même plus élevés, hein. Dans mes souvenirs, je crois que la CFAS Express, la plus haut de gamme, la Sony TUG, donc les résistantes, on est à environ 400 € pour une 160 Go. D'accord. Donc c'est un budget, Ça monte. mais derrière, on a une carte qui écrit très vite. Et pour notamment de la photo sportive, c'est vraiment le meilleur moyen, que sinon on va prendre trop de temps pour écrire les photos. Toujours par rapport à l'activité, l'autofocus sur l'œil a été encore amélioré. C'est-à-dire que là, on a jusqu'à 120 calculs autofocus par seconde. Si on travaille à 30 images secondes entre chaque prise de vue,
l'appareil aura le temps de faire 4 calculs autofocus. Donc même les mouvements très rapides vont être bien gérés. Parce que j'ai vu cette histoire de 120 images par seconde. Il y a plusieurs données d'images par seconde. Il y a donc 30 images secondes, ça c'est donc la rafale de l'Alpha One. D'accord, 120 fois, c'est le nombre de fois par seconde qui va calculer l'autofocus et l'exposition. d'accord, Et après, tu as 240 images secondes, ça c'est la capacité maximale de rafraîchissement du viseur électronique. Un élément qui est très important, le grossissement il est de 0,9. En fait, plus le grossissement est élevé dans un appareil photo au niveau du viseur, plus en fait le cadre qu'on va avoir dans le viseur va être large. Et effectivement, on a aussi un mode de sport où la résolution va être un peu diminuée dans le viseur, on sera plus de 9 millions, on sera aux alentours de 5 millions de pixels. Et on aura donc un viseur et un rafraîchissement de 240 images secondes, donc ce qui est top pour le sport. d'accord. En photo, l'Alpha One, il propose 50 millions de pixels. Alors c'est un peu moins que le A7R4 qui lui propose 60 millions de pixels. Pourquoi ne pas avoir chargé à fond l'appareil? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, on pourrait se dire, mais Sony a déjà un appareil qui a un capteur de 60 millions de pixels. Pourquoi faire un boîtier encore plus haut de gamme qui a moins de pixels? En fait, c'est une question de compromis. En photo, l'appareil parfait n'existe pas. Et chaque type de capteur a ses compromis. Typiquement, l'Alpha 7R Mark IV, c'est un très bon appareil, hein. Mais moi, je suis resté à l'Alpha 7R Mark III, car l'Alpha 7R Mark IV a pour moi un unique défaut, c'est que la montée en ISO n'est pas idéale, vu qu'en fait, plus on a de pixels, et donc plus le capteur aura des pixels petits, des photosites petits, et plus la quantité de lumière dans les pixels va être faible. Donc plus un appareil a de pixels, et plus théoriquement, il va être mauvais en montant en ISO. Un appareil qui a beaucoup de pixels va un peu plus bruiter. Ça, c'est la logique. Après, dans la pratique, le R4 brute un peu. On va dire au-dessus de 1000 ISO, on commence à avoir du bruit. 1000 ISO? Oui, Ah, quand même. pas forcément élégant. Après, l'Alpha 7R Mark IV, c'est vraiment typiquement un boîtier pensé pour les photographes, notamment pour les photographes de studio ou D'accord, de donc il y mode a des comme toi. lumières en plus C'est et ça. ok. La lumière, c'est un appareil qui est fait pour être le meilleur dans son domaine, dans des bonnes conditions de lumière. C'est pas D'accord. un appareil qui est fait pour le reportage ou la photo de nuit. Mais l'Alpha One, on a donc 50 millions de pixels, donc c'est quand même déjà beaucoup, et malgré ça, on a très peu de bruit. Moi, j'ai fait un comparatif entre l'Alpha One à 50 millions de pixels et l'Alpha 7R Mark III qui a 42 millions de pixels. L'Alpha One est meilleur. D'accord. On a plus de pixels, mais il est meilleur parce que on a des capteurs qui sont plus modernes. Donc l'Alpha One, il se débrouille quand même très bien en montant en ISO. C'est dingue, c'est que entre l'Alpha One et l'Alpha 7S Mark III, l'Alpha 7S Mark III, c'est un boîtier qui est vraiment typé pure vidéo et fini dans le noir, et pourtant l'Alpha One se débrouille quand même très bien. Donc D'accord. l'Alpha One n'a pas peur de monter, on peut travailler à 3000 ISO, 4000 ISO, 5000 ISO sans problème. Tu as pu le tester en vidéo ou pas? Alors j'ai pu tester rapidement la vidéo. Après, encore une fois, moi je suis avant tout photographe, je suis un vidéaste débutant. En vidéo, j'ai pu un peu débuter, voir un peu les menus, notamment sur un point qui est important, c'est la 8K. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais la 8K ça sert à rien, c'est trop tôt. Et pourtant, la 8K a déjà un vrai intérêt. Parce que notamment, donc là, sur l'appareil, on a de la 8K à 30 images secondes en 10 bits 420. Il n'y a pas de crop. Toute l'image est prise pour la prise de vue. C'est de la 8K à partir de 8,6K. D'accord. Et donc, on prend tout le capteur. Après, on va avoir un crop très léger d'environ 10% qu'on va avoir ce qu'on appelle le mode de stabilisation active. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas de gimbal, qu'on va avoir une image à la prise de vue très nette, on peut activer le mode de stabilisation C'est active. le Steady Shot de chez Sony, c'est C'est ça? ça. On a D'accord. deux versions. On a le capteur qui est stabilisé mécaniquement 5 axes qui va stabiliser l'image, ou si on va aller encore plus loin, on peut avoir une partie logicielle pour récupérer Pour l'image. compenser, Et d'accord. après, ce qui est bien dans l'Alpha One, on a les données gyroscopiques. Il va enregistrer les données de mouvement et des gyroscopes de l'appareil. Il y aura un logiciel qui s'appelle le Catalyst. Et quand on met les fichiers Catalyst, on va pouvoir en fait récupérer les données gyroscopiques et pouvoir en fait stabiliser l'image. Donc on peut même entre guillemets se passer d'un gimbal. Est-ce qu'on peut dire que ce fameux catalyste, parce que moi je te le dis clairement, j'ai pas trop compris, tu appuies sur un bouton et ça stabilise l'image automatiquement. C'est ça. En fait, l'appareil, donc quand il filme, il va enregistrer toutes les données de gyroscopie de l'appareil, donc le mouvement X, Y, enfin tous les axes de l'appareil. Le logiciel va reconnaître ces données et va pouvoir en fait électroniquement stabiliser en fait le plan. Donc on va avoir un très léger crop de l'image, environ 10%. Mais même quand on oublie un gimbal, même main levée, on peut avoir une image qui va être très très fluide et très très propre. D'accord, c'est bien ça. Est-ce que la 8K, c'est un format qui est facile à travailler? Avant de tester l'Alpha One, je n'avais jamais travaillé en 8K. Et pour moi, n'ayant aucun produit 8K, pas d'écran 8K, je me disais, mais la 8K n'a pas d'intérêt actuellement. Mais il faut savoir que la 8K est déjà beaucoup utilisée dans le secteur pro depuis plusieurs années. La 8K, normalement, devait être lancée à l'occasion des JO de Tokyo. Typiquement sur l'Alpha One, on a donc de la 8K à 30 images secondes en 10 bits 420. Et on peut notamment enregistrer de la 8K sur une carte SD. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Enfin,
Si on a une carte SD qui a la norme V90, V90 c'est la norme la plus rapide pour une carte SD, on peut enregistrer dessus. Et ce qui est plutôt dingue, c'est qu'on a de la 8K de bonne qualité, mais dont les poids de fichiers ne sont pas très gros. Donc dans Premiere, par exemple, on va pouvoir travailler à la 8K sans avoir l'impression d'avoir de la 8K. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un fichier 4K, il n'y aura pas non plus des problèmes de lag ou de ralentissement trop fort. C'est-à-dire qu'on a de la 8K exploitable, la 8K qui reste dans un poids raisonnable. C'est pas forcément la 8K la top qualité. Il y a eu notamment des remarques sur le fait que ce soit entre guillemets seulement de la 4.2.0 et pas du 4.2.2 10 bits. C'est la façon dont l'appareil va compresser les données au niveau des couleurs. Donc on rappelle que le 422 10 bits, il y a plus de propositions de couleurs qu'un C'est ça. 422 En fait, techniquement, 420, un 10 bits 422 aura une meilleure qualité qu'un 10 bits 420. Dans la pratique, dans l'Alpha One, même si c'est imprimé que du 420, déjà c'est 10 bits 420, 10 bits dans tous les cas bien, et on a de la 8K qui est exploitable. C'est-à-dire que c'est de la 8K qui déjà ne surchauffe pas beaucoup et qu'on peut utiliser comme si on avait un fichier 4K normal. Tu me le dis, toi, clairement, qui surchauffe pas, qui s'éteint pas au bout de 15 minutes d'enregistrement en 8K. En fait, dans l'Alpha One, on a un système de dissipateur passif. Donc, en fait, on a des plaques de métal dans l'appareil et le boîtier est fabriqué de manière, en fait, avec des flux d'air passifs dans l'appareil et des plaques de métal pour la chaleur. En 8K, on peut filmer environ 40 minutes d'affilée. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, l'appareil surchauffe, mais déjà, elle est vraiment raisonnable, elle n'est pas dangereuse pour l'appareil, et surtout, le temps que l'appareil va mettre pour pouvoir à nouveau filmer est très faible, moins de 10 minutes pour pouvoir à nouveau filmer. Et on a donc les mêmes modes vidéo, 4K, 120 images par seconde, 4.2, On retrouve sur la 7S3. La 7S3. D'accord. La 7S3 va être légèrement meilleure, et encore, c'est vraiment très légèrement meilleur en très haut ISO. D'accord. Ou en très haut ISO, voilà. C'est ça. D'accord. Donc, si on va travailler, par exemple, typiquement que de nuit, sans éclairage, oui, là, l'Alpha 7S Mark III sera meilleur, mais globalement, l'Alpha One est tout aussi bon et l'Alpha One filme en 8K. Est-ce que tu penses que Sony a implémenté la 8K pour pas se laisser dominer par la concurrence? Je pense qu'on est encore au début, on voit les écrans 8K commencer à arriver, mais je pense qu'il y a un intérêt, notamment, par exemple, typiquement en interview, si on filme en 8K avec un appareil, et qu'on a donc là, par exemple, 2 intervenants, après, à partir d'un fichier 8K, tu peux récupérer 4 plans 4K, donc c'est génial. La 8K aujourd'hui, pas forcément intéressant de filmer toute une prod en 8K, mais d'alterner 8K à 4K. Par exemple, typiquement pour des scènes au grand angle où il y aura plusieurs intervenants, la 8K peut avoir un vrai intérêt pour pouvoir ensuite recroper en 4K. D'accord. Après, pour des plans de détail, où vraiment on va avoir un plan en macro, la 4K est déjà très bien. Donc je pense que la 8K aujourd'hui, faire des prods complètes en 8K pour du vlog, ça n'a pas d'intérêt, mais ça peut être un intérêt pour certains plans précis en fait. D'accord. Une image avec une faible profondeur de champ, 4K ça suffit largement. Tout à fait. D'accord. Après, la 8K aussi a un avantage en termes d'esthétique, c'est-à-dire qu'on aura une impression presque de 3D sans lunettes. C'est-à-dire que quand tu auras un contenu 8K sur un écran 4K ou un écran 8K dans l'idéal, tu auras l'impression en fait que les éléments, va avoir des travaux au niveau des plans, et chaque plan va être tellement détaillé que tu as l'impression de profondeur de presque 3D en fait. Ça scintille ou pas la 8K? Par exemple, si tu filmes en 8K, comme la 8K c'est 33 millions de pixels, et que l'Alpha One là a un capteur qui en fait 50 millions, on pourrait se dire mais comment on fait pour passer de 50 millions à 33 millions? Donc il faut que l'appareil fasse des travaux mécaniques de downsampling, enfin c'est assez technique. Et franchement moi j'ai vu très peu de moiré. Et donc on pourrait avoir peur sur des boîtiers haute résolution en vidéo, on a plein de problèmes de moiré parce qu'il y a tellement de pixels, il faut qu'ils décompressent, mais on peut en voir très légèrement, mais globalement j'ai pas eu de problème de moiré. Même par exemple le rolling shutter qu'on déteste en vidéo, c'est notre ennemi, c'est le rolling shutter, c'est quand on bouge l'appareil sur le côté, on va avoir des images qui vont être tordues. Le rolling shutter est beaucoup plus élégant. C'est pas un rolling shutter qui fait mal aux yeux ou qui donne envie de vomir, c'est un rolling shutter qui est beaucoup plus faible. Pourquoi Sony n'a pas mis un écran pivotable? Alors effectivement, Sony a fait le choix qui peut paraître parfois bizarre d'un point de vue d'avoir gardé un écran donc orientable entre guillemets de façon classique comme sur les anciens boîtiers Sony, typiquement un 7.3, alors que sur un boîtier comme l'Alpha 7S Mark III, on a un écran à 180 degrés, parce qu'en fait l'Alpha One il vise un public notamment donc, qui n'a pas forcément besoin d'un écran à 180 degrés. L'écran à 180 degrés il va être bien pour la vidéo, il va être bien pour le vlog. Mais par exemple pour du reportage, on va être moins discret, on va être un peu encombré parfois qu'un écran sur le côté. L'écran sur le côté, on va pas être dans l'axe de la prise de vue. Quand on travaille avec une sangle, ça va pas être dans la sangle. Pour sortir, des fois ça va être plus long. Donc il n'y a pas d'écran idéal. L'écran à 180 degrés il est meilleur pour la vidéo, il est meilleur pour la photo en portrait. Mais par exemple pour des photoreporters, des journalistes qui travaillent quasiment que en mode paysage, qu'en horizontal, l'écran orientable classique comme l'Alpha One est un meilleur compromis. Un photoreporter va te dire que lui il veut un écran
on va dire classique comme l'Alpha One, c'est dans l'axe du viseur, parce qu'il va être plus discret. Travailler en photo de rue, je vais avoir donc l'écran orientable, il va être au niveau de mon ventre, et en fait on va pas me voir quand j'aurai l'écran orientable. Alors qu'avec un boîtier comme l'A7S3, quand ton écran est sorti sur le côté, tu vois qu'il y a un écran sur le côté qui est sorti, tu comprends que c'est pour les photos. Et comme l'Alpha One, c'est avant tout un boîtier qui est pensé pour des photoreporters et pour des personnes qui vont être derrière l'appareil, c'est pas un appareil typiquement fait pour du vlog. Sony a fait ce choix qui peut parfois être un peu incompréhensible de dire mais pourquoi il revient à un écran classique? Moi je le comprends, quand ça dépend du public. Et après on a un écran qui devient enfin tactile, alors qu'avant il n'était pas tactile, là, le tactile est complet. Tactile dans la mise au point aussi? Tactile complet. En D'accord. fait, avant chez Sony, c'était une remarque aussi qu'on avait souvent, c'est-à-dire qu'avant l'écran était tactile que pour la mise au point. Maintenant, c'est un écran tactile complet pour tout, et c'est un tactile qui est très réactif. Petite question économique, voire marketing. Comment tu expliques que depuis près de 5 ans, Sony a envahi le marché de la photo, mais aussi de la vidéo, à la fois grand public et semi-professionnel? Alors, je pense que la force de Sony, c'est d'être une marque qui est multidomaine. C'est-à-dire que Sony, on les connaît donc, pour les appareils photo, mais aussi pour les télévisions, la PlayStation, enfin, plein de produits. Et je pense que le fait qu'ils aient autant de domaines différents, c'est aussi un avantage. Par exemple, Sony fabrique ses propres capteurs. Et Sony produit environ la moitié des capteurs d'appareils photo. Ce qu'on a vu souvent, par Tout à exemple, fait. les marques chinoises, ils ont un capteur qui est Sony. Tout à fait. Le capteur d'un appareil, c'est la base. Ils peuvent vraiment adapter les caractéristiques exactes à chaque appareil. Un capteur très défini, un capteur qui a bien monté en ISO, un capteur très rapide. C'est ce qu'on voit souvent sur les différentes marques de téléphone. Ils achètent un capteur Sony et la marque après va définir une colorimétrie propre à la référence du téléphone. Et en Tout à fait, ce fait. petit capteur qu'on a dans l'appareil photo, c'est Sony qui les fabrique Tout et à qui les fait. distribue. Tout à fait. Pour les téléphones, je crois que quasiment tous les téléphones ont des capteurs Sony. Pour les appareils, c'est environ la moitié. Et je pense que Sony aussi, ce qui est important, c'est que dès le début, ils ont cru à l'hybride. Mon premier appareil photo, c'était en 2014, c'était déjà un hybride. Et c'était un hybride Sony. Et à l'époque, en fait, j'hésitais entre prendre un appareil de leur gamme Reflex, qui était déjà entre guillemets un demi-hybride, que Sony en fait, fabriquait entre guillemets des réflexes, mais qui avait un viseur électronique. C'était un réflexe, physiquement un réflexe, mais avec un viseur électronique, et pas optique comme un réflexe normal. Que c'est vrai que Sony, si on regarde bien, ils sont quasiment en avance sur tout le monde. C'est Et vrai. à la période des réflexes de tout ce qui est années 2000, voire 2010, ils étaient quasiment inexistants. Alors c'est vrai que lorsque Sony a lancé ses hybrides en 2010, à l'époque, il n'y avait que Panasonic qui avait lancé le premier hybride, je crois, en 2008 ou 2009. Et donc, il y a encore 10 ans, les hybrides avaient vraiment une image d'appareil pour amateurs. Et les marques de réflexes rigolaient un peu les hybrides, voyaient ça un peu comme des appareils pour le grand public, des appareils qui n'étaient pas sérieux. À ce point-là, Bah, même encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont encore un peu une image négative des hybrides, alors qu'aujourd'hui, les hybrides, c'est vraiment l'avenir de la photo. Et l'avantage d'un système hybride, c'est qu'on n'aura pas les contraintes du miroir d'un bien sûr. réflexe. Un, un réflexe, son miroir, en fait, c'est un vrai frein en termes d'autofocus notamment. Et donc Sony a cru aux hybrides très tôt. Et donc en 2013, ils ont lancé l'Alpha 7, premier appareil photo, donc dans un format très compact, qui avait un viseur électronique et à la fois un capteur full frame et optique interchangeable. Je pense D'accord. que Sony a cru très tôt aux hybrides, à une période où pas grand monde y croyait. Ils ont persévéré dans les hybrides et aujourd'hui, ils pensent qu'ils prouvent que c'était Aujourd'hui, la le bonne choix, il est voie. payant, hein. Le choix est payant parce qu'aujourd'hui, on voit que toutes les grandes marques aujourd'hui sont passées à l'hybride quasiment. Il n'y a quasiment plus qu'un acteur qui présente des nouveautés sur les réflexes. Et je pense qu'à horizon 5 ans, il y aura quasiment plus des hybrides parce que techniquement, un hybride n'a pas les contraintes du réflexe et c'est l'avenir de la photo. D'accord. Si tu étais ingénieur Sony, quelle nouveauté aurais-tu sous le coude pour un futur appareil? Alors, c'est une très bonne question. Alors, si j'étais ingénieur Sony, notamment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi les optiques. Je trouve qu'en termes de boîtier, par exemple, l'Alpha One, c'est déjà un boîtier qui est très complet. Honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas forcément de choses à rajouter importantes. C'est aussi en termes d'optique. Je pense que l'avenir, elle est peut-être des optiques toujours plus compactes, toujours plus lumineuses. Donc, on voit des travaux sur les formules Tu optiques. penses que ça peut arriver à un, je sais pas, un 50 mm en 1.2, pas pancake, hein, mais un peu plus réduit que... Bah, c'est intéressant que tu parles du 50 f1.2, puisque il y a quelques semaines, Sony a annoncé le 50 mm f1.2 master, et pendant des années, la taille, enfin, le diamètre de la monture Sony, qui est entre guillemets un diamètre petit, on vérifie, je crois que c'est 46 mm de diamètre, c'est une monture qui a entre guillemets une taille de diamètre très petite. Et depuis des années, c'était un peu une remarque de personnes de dire oh la monture Sony est un diamètre trop petit, et ça va lui poser défaut,
Et Sony ne pourra jamais créer d'optique très lumineuse f1.2 pour ses appareils full frame. Aujourd'hui, Sony prouve que malgré une monture d'un diamètre entre guillemets petit, qui a un diamètre qui est juste plus grand qu'un capteur de full frame, malgré un petit diamètre, ils ont pu faire à la fois un 50 f1.2, alors que beaucoup de gens pensaient que c'était pas possible, en plus un 50 f1.2 de qualité, et qui est plus léger et plus compact que les concurrents. Et tu as pu le tester? Je ne l'ai pas encore testé 50 f1.2, j'ai de très bons retours. Globalement, de ce qu'on m'a dit, il a un unique défaut qu'on appelle le focus breathing, c'est-à-dire que le focus breathing, c'est suivant la mise au point, la focale va légèrement décaler, c'est-à-dire que suivant qu'on soit en macro ou à l'infini, on aura un angle de champ qui va être légèrement différent. Mais mis à part ça, sur un 50 f1.2, pour un moteur très puissant pour bouger les lentilles, même si l'optique n'est pas très lourde, le 50 f1.2, j'ai hâte de le tester. Mais ce qui prouve que malgré une monture d'un diamètre tout petit, on peut faire des bonnes optiques 50 f1.2 petites et plus petites que d'autres montures. Bertrand, merci. Alors dis-moi tes réseaux, on peut te retrouver où? Sur Merci Insta. beaucoup Julien. Donc vous me retrouvez donc surtout sur Instagram et sur mon site donc Bertrand Bernager. Donc Instagram Bertrand Bernager, mon site pareil bertrandbernager.com pour retrouver mes différents travaux. Super. Merci beaucoup, Bertrand. Merci Julien d'avoir reçu. Merci.